Hier, on a eu une discussion. Alors, si vous n'étiez pas là hier en fin de journée, on a eu une discussion très intéressante sur le paysage radiophonique parisien et francilien. Moi, j'ai appris des choses vraiment très intéressantes. Les opérateurs qui étaient là, dont certains sont revenus tout à l'heure pour une nouvelle table ronde à quelque chose près, similaire, qui aura lieu dans quelques minutes, ont mis en avant leurs problématiques qui sont véritablement liées à une problématique territoriale de Paris et d'Île-de-France. Donc merci doublement d'être passé nous voir. Et puis vous êtes venu accompagné, comme d'habitude, de la secrétaire générale du CTA de Paris, que je remercie encore une fois pour son aide précieuse dans l'élaboration de cette première étape du Radio Tour, Angélique Ursulé. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez dit hier, la bande FM parisienne, aujourd'hui musclée par celle du DAB+, s'enrichit. Comment vous définiriez ce paysage radiophonique parisien et francilien ? Écoutez, d'abord, je vous remercie à nouveau de nous avoir invités. Vous le savez, la bande FM, elle est saturée. Alors, bien évidemment, on peut le regretter. Mais en même temps, on peut s'en réjouir parce que ça veut dire qu'il y a une diversité sur la région qui est tout à fait extraordinaire. Et moi-même, je le vérifie, j'allais dire chaque mois, puisque comme je vous l'ai indiqué, je visite assez régulièrement les radios. Et que ce soit des radios de catégorie B, des radios de catégorie A, il y a une diversité fantastique et j'allais dire des messages qui en réalité se rejoignent, qui sont, bon, on est là pour avoir des auditeurs. Déjà, ce qui est quand même important. Et vous avez des radios, je ne vais pas toutes les citer parce que, d'abord, je vais en oublier, fort heureusement, puisqu'il y en a beaucoup, mais vous avez des radios qui font des programmes extraordinaires. Récemment, on est allé voir RVE qui, dans sa bulle un peu locale, du côté de Rambouillet, fait des choses vraiment fantastiques. Vous avez sur Trappes, LFM qui fait un programme d'intérêt social, tout à fait évident. Vous avez sur Paris Radio Aligre, qui est un programme un peu intellectualisé, je vais dire, voilà, mais qui est tout à fait intéressant. Et puis alors j'en ai cité 3, mais je pourrais en citer 10. Et vous avez les radios de catégorie B qui font des choses tout à fait locales et intéressantes. Alors malheureusement, vous le savez, le spectre est tellement saturé qu'un certain nombre de radios sont obligées de partager l'antenne, en réalité, avec d'autres radios. Je ne suis pas sûr que ça existe dans d'autres régions, franchement, je n'en sais rien. D'où l'intérêt du DAB+. L'intérêt du DAB+, d'accueillir de nouveaux programmes sur des champs que moi-même, je n'aurais pas imaginés, donc qui fait que tout cela est tout à fait intéressant, vivant, et qui fait que l'Île-de-France, comme vous l'a souligné Angélique tout à l'heure, mérite à l'évidence de figurer dans votre tour de façon à ce que la réalité de la radio en Île-de-France soit déclinée, soit observée de près, soit développée, tout simplement. Et puis, Monsieur le Président, il y a une particularité propre au CTA de Paris, c'est qu'on connaît votre zone de compétence, Paris, l'Île-de-France, mais on connaît moins votre zone de compétence qui est beaucoup plus éloignée de la capitale, à plusieurs milliers de kilomètres, puisque le CTA de Paris est aussi en charge de la régulation sur une toute petite île avec seulement 2 radios associatives qui sont implantées à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, alors il y a Saint-Pierre-et-Miquelon avec 2 radios associatives qui font un travail tout à fait intéressant sur une population évidemment réduite de 6 000 personnes, quelque chose comme ça. Pourquoi le CTA de Paris ? Parce que je crois que c'est en réalité beaucoup plus facile d'aller à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis Paris que depuis Bordeaux ou que sais-je. Et puis il y a également l'Oise. Pourquoi l'Oise ? On pourrait se poser la question. En réalité, vous savez, tout le sud de l'Oise est en réalité francilienne. Il faut regarder les choses comme elles sont. Et donc, un très grand nombre de radios de l'Oise sont en réalité
en bordure francilienne et sont des radios franciliennes, même si leur site est situé géographiquement dans l'Oise. Donc effectivement, un territoire très large qui va aux confins de l'Atlantique. Alors, Angélique Ursulé, avec peut-être un petit peu plus de détails sur la répartition des catégories, le nombre de fréquences, le nombre d'opérateurs, c'est-à-dire de radios sur cette zone. Vous m'avez dit, grosso modo, on approche l'équilibre entre les A et les B. Alors, les opérateurs sont toujours avides de fréquences supplémentaires, mais qu'en est-il en ce qui concerne précisément ce paysage radiophonique francilien? Alors, sur la bande FM, 215 fréquences sont attribuées à des radios privées. La répartition, effectivement, entre les catégories est plutôt équilibrée. Pour exemple, sur les 73 radios qui sont diffusées en Île-de-France, 43% sont autorisés en catégorie A et 23% en catégorie B. Et sur la seule zone de Paris, il y a 13 programmes en catégorie A et 12 en catégorie B, ce qui est quand même effectivement représentatif d'un paysage radiophonique local dense et varié. Donc 23% pour les A, 23% pour les B, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Avec des appels qui ont eu lieu en cours, qui sont à l'étude? Alors, on a effectivement des appels qui sont en cours, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les 2 fréquences sont remises en jeu à la fin. Les 4 fréquences, les 4 fréquences, 2 radios. Voilà. Également un appel, il y a eu un appel de l'ancien DAB+, l'année dernière. Le Conseil a autorisé 30 nouvelles, 30 services. Désormais, il y a donc 70 radios autorisées en DAB+, en Île-de-France. Paris était précurseur dans la mise en place, dans le lancement du DAB+. Tout à fait. Il y a bien longtemps. Paris, déjà. avec Marseille et Nice, a accueilli les premiers services DAB+. Voilà, et donc effectivement, aujourd'hui, nous comptons environ 120 services FM et DAB+. Bien. Voilà. FM et DAB+. Est-ce que vous vous intéressez à l'audience des radios parisiennes et franciliennes? Oui, répondez-moi oui. Bien sûr, évidemment. Est-ce que Guy de Troussel peut présenter l'étude exclusive intitulée « La radio en Île-de-France » dans laquelle il va mettre en avant des chiffres intéressants qui concernent cette vaste zone. Guy de Troussel, cette fois-ci, on peut y aller. Merci beaucoup. Cette fois, on y arrive. La transition était habile, merci. Je vous promets que ce n'était pas répété, que ce n'était pas prévu. On aurait pu le faire oralement, après tout, c'est de la radio. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, je crois que ce n'était pas forcément audible pour les personnes qui ne sont pas en présentiel. Ce que je vous présente là est dans des petits leaflets qui sont disponibles, évidemment, lors de différents radiotours et que l'on peut tenir à disposition pour les personnes qui souhaitent en faire la demande. Il suffit de m'envoyer un mail. Voilà, vous aurez le document en PDF. Alors l'idée, c'est effectivement de vous dresser un portrait du paysage radio. On l'a vu sur le plan de la diffusion et de l'offre de services en termes de performance. Alors il est de coutume, j'ai souvent entendu dire que l'Île-de-France était assez annonciatrice de tendances. Un peu comme on dit ce qui se passe aux États-Unis, 10 ans après on l'a en France et l'Île-de-France annonce un peu la tendance. Je pense qu'il y a une partie de ça qui est juste, et j'ai aussi une vision qui est de dire que l'Île-de-France est un reflet d'un territoire qui reflète le paysage national finalement. Parce que quand on parle d'Île-de-France, on pense souvent à Paris, mais on vient d'en parler, c'est beaucoup. Alors sans aller jusqu'à l'Oise, mais finalement la Grande Couronne, on est sur des modes de vie qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on peut imaginer sur la province, dans les territoires, comme on dit aujourd'hui. Et je pense que la diversité de l'Île-de-France reflète la diversité de la consommation de la radio. Donc voilà, c'est un peu annonciateur de tendance, c'est un peu un reflet global de ce qui se passe. En tout cas, c'est à regarder avec recul et sans le prisme uniquement parisien, je pense. Alors, vous le voyez, premier élément qui est important, c'est le niveau d'audience. On est à 7 personnes sur 10 qui écoutent chaque jour la radio en Île-de-France. Alors, vous allez voir, on a mis à chaque fois un petit focus sur Paris. Attention, il s'agit de l'agglomération de Paris. On est sur des choses très, très calibrées, très standardisées, très normées. On est sur des données INSEE. Donc l'agglomération de Paris, au sens, donc agglomération, c'est 90% de l'Île-de-France. En fait, quand on regarde après avec un raisonnement un peu différent, petite couronne et grande couronne, le prisme est un petit peu différent.
Donc 70% de pénétration, on est un peu en dessous effectivement du standard, on est en dessous de la moyenne nationale, on le sait, parce qu'on a une très grosse agglomération qui pèse beaucoup, et la consommation de la radio est différente entre les zones urbaines, les agglomérations et les zones rurales, ça c'est une réalité d'aujourd'hui. Mais on est quand même sur un média qui, voilà, c'est 70% de pénétration, c'est quand même 7 millions d'individus qui écoutent chaque jour la radio en Ile-de-France. À rapprocher de 42 ou 43 millions au niveau national, vous voyez le poids francilien qui est absolument considérable. Et on est sur une durée d'écoute de 2h35 en moyenne. On est à peu près à 10 minutes en dessous de la moyenne nationale. Mais voilà, on est sur une consommation de masse, 7 millions d'individus. Je vous laisse imaginer l'importance que ça peut avoir pour les différentes stations de radio. Les éléments par cible. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un grand classique. Oui, les niveaux de pénétration ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de la France entière, avec des disparités. C'est tout l'intérêt du Radio Tour de mettre en lumière ces disparités. Mais je dirais les hiérarchies, les cibles phares et les plus importantes, on les retrouve systématiquement. Il n'y a jamais de surprise sur le poids relatif de différentes cibles. Consommation un peu plus forte, taux de pénétration plus fort sur les hommes que sur les femmes. Et puis après, les tranches d'âge, effectivement, où les plus jeunes sont un peu moins à l'écoute de la radio. Et plus on avance en âge, plus le niveau de consommation de la radio est important. Il y a quand même une particularité francilienne, qui est liée aussi à la structure de la population. Il faut toujours regarder aussi par rapport au profil sociodémographique. C'est qu'on a une population assez senior et on a une consommation très forte sur les 65+, notamment, qui est au-dessus de la moyenne nationale. Et globalement, on voit bien qu'à partir de 50 ans, ça m'arrange, on est sur une consommation du média qui est vraiment plus importante que les moins de 50 ans. Donc ça, c'est une particularité francilienne et qui est très, très significative sur l'ensemble de la saison dernière. Sur l'approche par cible sociodémographique, sur les catégories socioprofessionnelles, là encore, pas de surprise, la radio est le média des actifs, des CSP+, je dirais même des CSP++, qu'on retrouve notamment sur Paris Petite Couronne. Donc oui, le niveau de pénétration du média est plus important. Les 3/4 des CSP+, écoutent la radio chaque jour en Ile-de-France. Vu comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Et vous voyez qu'effectivement, on est sur les 2/3 des inactifs. Là, c'est un standard qu'on retrouve systématiquement. La radio est un média consommé par les actifs. Le travail est un grand ami de la radio. C'est lié au déplacement, c'est lié au rythme de vie. Donc je vous laisse imaginer effectivement l'impact que peut avoir une période de confinement et l'impact que peut aussi avoir aujourd'hui les nouveaux modes de travail que l'on connaît toutes et tous, puisqu'on se retrouve pour tout ou partie en télétravail. Donc oui, ça a un impact. Ça veut dire que la façon de consommer la radio évolue et que la façon peut-être de s'adresser aux auditrices et aux auditeurs doit évoluer. En tout cas, il faut en tenir compte. Et puis on a fait la distinction, alors on n'a pas fait la distinction commune rurale, commune urbaine, parce que finalement, commune urbaine, c'est Paris. Et on a fait une approche plutôt grande couronne et Paris petite couronne. Donc Paris petite couronne, c'est 56% de l'Île-de-France et grande couronne, c'est 44% de l'Île-de-France. On n'est pas moitié-moitié, mais ça donne un repère un peu plus équilibré. Et c'est quand même très intéressant à mon avis, parce qu'il y a 4,5 points de différence. Et on voit que Paris petite couronne, c'est un peu le schéma qu'on connaît tous en ce moment, c'est que la radio est un peu moins écoutée sur les grandes agglomérations. Il y a des tas d'explications liées au transport notamment. Et quand on est sur la grande couronne, où finalement on se rapproche un peu plus d'un mode de vie qu'on peut retrouver en région, et on est sur un niveau de consommation du média qui est plus fort que la moyenne francilienne. Donc la distinction Paris petite couronne, grande couronne, pour moi, elle est extrêmement pertinente et adaptée à un regard sur l'Île-de-France. Alors la part de marché par type de programme. L'idée, c'est pas de donner des bons points et de souligner qui sont les bons élèves. C'est juste assez marquant parce qu'on a souvent une très forte homogénéité entre les régions, en province, sur ces différents déclinaisons, programmes généralistes, musicaux, locaux et thématiques. En fait, il y a des petites nuances en Ile-de-France, mais qui sont complètement liées à ce qu'on a vu précédemment avec le CSA et le CTA de Paris. C'est que l'offre est tellement large, tellement diverse, que vous avez effectivement des programmes thématiques qui pèsent assez lourd, des programmes locaux, on ne l'imagine pas toujours, mais qui pèsent assez lourd. Quand on dit programmes locaux, c'est souvent des programmes qui ont une diffusion musicale bien spécifique, pas forcément ancrée dans la proximité territoire, mais plus avec des déclinaisons musicales bien particulières. Et c'est des programmes qui sont souvent, je ne vais pas citer de nom, mais vous les voyez tous, et vous avez des représentants ici, qui sont souvent des musicales multivilles. Voilà, donc c'est une approche qu'on pourrait aussi imaginer un petit peu différente. Et vous voyez que ces programmes pèsent un peu plus que sur la moyenne nationale. Après, les généralistes, on est dans la norme de ce que l'on connaît un peu partout en France.
Je vais avancer sur la courbe d'audience, le grand classique de l'analyse de la radio. C'est la première chose que tous les patrons d'antenne voient quand on parle de radio. Évidemment, c'est le média du matin, la courbe d'audience, le pic d'audience le matin, avec quand même une petite nuance. C'est que la courbe est un tout petit peu décalée, vous le voyez, le pic un petit peu plus tard, un peu plus en plateau sur la matinée, et vous avez un deuxième pic plus important en début de soirée, le fameux drive. Alors c'est peut-être pas du drive en Ile-de-France, c'est peut-être aussi le fait que l'on travaille souvent un peu plus tard le matin et un peu plus tard le soir. Ça c'est un peu des généralités, mais c'est quand même un constat qu'on peut faire régulièrement. Et vous voyez que la courbe est légèrement décalée. Ce n'est pas toujours le cas, j'ai souvent des courbes très très homogènes quand je fais ce type de présentation sur les différentes régions. Un autre élément qui est important, c'est la couverture sur 2 semaines de la consommation de la radio selon les différents lieux. Et là encore, j'ai un point qui est très particulier, très spécifique à l'Île-de-France, et ce n'est pas une surprise. C'est le taux de pénétration, de couverture sur la voiture. Il est de près de 73%, 73,5% sur la France entière, sur 2 semaines. Il n'est que, entre guillemets, de 60%, 60,5% en Île-de-France. Donc effectivement, ça c'est une grande particularité. On sait que l'automobile est un grand ami de la radio. Hein. La consommation en voiture est un élément fort entre les mornings et les drives en fin d'après-midi. En Île-de-France, ce levier d'audience assez naturel de la radio, il est là. La voiture reste le premier lieu d'écoute, mais il est moins présent et on voit que l'écoute au domicile est au même niveau. Donc ça, c'est une vraie spécificité que je rapproche surtout de Paris et Paris Petite Couronne, bien entendu. Et dernier point, là encore une spécificité. Je n'aurai pas forcément toujours autant sur l'ensemble du Radio Tour de cas particuliers à mettre en avant, mais sur l'Île-de-France, il y en a. Donc dernier point, c'est la contribution des supports digitaux à l'écoute de la radio. Donc l'écoute sur smartphone en particulier, mais aussi tablette, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Le smartphone est le premier support d'écoute digitale, ça je peux l'écrire et le redire pratiquement systématiquement. Mais vous voyez que dans la consommation, dans le volume d'écoute ramené à une base 100 sur une journée, on est à peu près à 15% de consommation sur des supports digitaux au quotidien, en France entière. On est 7 points au-dessus en Île-de-France. Donc là, pour le coup, c'est peut-être un peu plus annonciateur de tendance, en effet. En tout cas, cette spécificité francilienne, elle est très marquée. On est dans l'ère du digital et sur la région Île-de-France, on l'est encore plus qu'ailleurs. Voilà, ce sont les principaux éléments que je voulais vous présenter. Vous avez vos contacts, nos coordonnées. N'hésitez pas, je suis présent aujourd'hui toute la journée. Et Médiamétrie accompagnera effectivement l'équipe du Radio Tour sur l'ensemble des étapes. J'espère pouvoir être présent sur chaque session. En vous remerciant. Alors, comme les choses sont bien faites, je vais vous mettre en ligne immédiatement sur la lettre.pro un article qui récapitule l'ensemble des chiffres que vous a donné Guy de Troussel. Oui, je veux bien. Et j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Président, de cette audience parisienne et francilienne. Écoutez, on n'est pas surpris qu'effectivement l'écoute dans les voitures soit moins importante qu'en région, puisque un grand nombre de Parisiens, enfin de franciliens, se déplacent par des moyens de transport publics. Et du coup, je me réjouis que l'écoute à domicile soit importante. Et s'agissant du numérique, je veux dire, ça rejoint ce qui se passe avec le DAB+. Il est clair qu'il y a là une opportunité à saisir, notamment sur l'Île-de-France, puisqu'on l'a vu, l'écoute via les smartphones est tout à fait importante. Et bon, comment dire les choses ? La radio, de toute façon, je veux dire, est un lien indéfectible entre les auditeurs et les services radio. Moi, j'ai vraiment confiance sur le développement de la radio. Je crois qu'il est tout à fait important, et c'est ce qu'entend faire le CSA et les CTA, de développer l'écoute, je vais chercher le terme, de développer l'aspect critique vis-à-vis de l'information. Et l'aspect critique vis-à-vis de l'information, on l'a comment ? On l'a vis-à-vis de la radio, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Et je crois que le développement de l'éducation média, qu'entend faire, là, vous voyez, j'ai fini par trouver le terme, l'éducation média, qu'entend faire le CSA, c'est à mon avis l'action de fond pour les prochaines années, de façon à ce que la jeunesse
apprennent à écouter ce qu'est un véritable réseau d'information. Voilà. Et je crois que c'est par ce biais qu'on va faire en sorte que l'émiettement que l'on constate actuellement de l'écoute de la radio, cet émiettement prenne fin et permette au contraire, sur les générations futures, un nouveau développement de la radio. Ça, j'y crois vraiment très profondément. C'est le prochain challenge donc à relever. On va continuer cette matinée. Merci à vous d'être revenu de si bon matin nous voir pour remettre en avant certains atouts et autres spécificités de cette bande FM parisienne et francilienne.